Vous écoutez Indépendance financière et hypothèque, où l'endettement est à éviter, l'épargne est à l'honneur et où la maison complètement payée remplace la voiture de luxe comme symbole de richesse. Je suis Frédéric Lacharité, courtier hypothécaire à Montréal et au Québec. Je veux vous aider à prendre le contrôle de vos finances, à transformer votre vie. Je vous transmets ma formule pour atteindre l'indépendance financière. Je suis en train d'enregistrer l'épisode numéro 53. En fait, je fais l'introduction pour une entrevue que j'ai faite avec Pat Raymond. Petite introduction, je vais vous expliquer un peu, résumer dans le fond les propos de Pat Raymond, puis après ça, je vais faire jouer l'entrevue. Puis c'est ça cette semaine pour l'épisode numéro 53. OK, donc l'idée là, d'amener des gens en entrevue quand j'invite quelqu'un sur le podcast, c'est pour avoir un point de vue différent. Tu sais, l'idée, c'est que moi, je partage mon cheminement personnel avec les auditeurs pour inspirer, pour donner des idées de comment s'y prendre pour partir de zéro puis arriver à l'indépendance financière. Puis là, j'invite des gens parfois comme Pat Raymond pour venir partager aussi sa recette. Puis là, on a parlé pendant 1 heure. Puis là, ce que je veux faire, c'est un petit peu résumer un peu les points clés pour vous aider lorsque vous allez écouter l'entrevue. Tout aussi, c'est peut-être un peu mon interprétation de ce qui s'est dit, mon interprétation du cheminement de Pat Raymond, comment il a fait, lui. On est parti de quelqu'un qui était dans les forces canadiennes. On a fait la réserve de l'armée. On a changé ensuite. On a fait de l'animation en radio. Maintenant, il y a son podcast, justement, financièrement parlant, à Québec, puis son groupe Facebook, puis maintenant, il fait ça à temps plein à la retraite pour vraiment aider les gens. Puis, il a travaillé aussi en gestion de patrimoine, donc ça aussi, super intéressant pour les finances personnelles, évidemment, et aussi investisseur immobilier, donc il investit aussi dans des terres agricoles. Donc, en gros, maintenant, rendu jeune cinquantaine à la retraite, libre de son temps, mais aussi focus, concentré sur sa passion qui est de transmettre de l'information face aux finances personnelles, sa façon de voir les finances personnelles, puis d'aider les gens avec leurs finances. Les points à retenir de son cheminement, de ce que parce que j'ai réécouté l'entrevue, j'avais demandé un peu de parler de lui, puis d'arriver avec 5 conseils. On a les 5 conseils dans l'entrevue, mais là, je vais y aller avec les points à retenir. Se payer en premier, OK, ça c'était le premier conseil. Se payer en premier, dans le cas de Pat Raymond, ça a même remplacé, dans le fond, le budget, tu sais, parce que l'idée de se payer en premier, c'est on détermine d'avance dans nos revenus, ça va être quoi le montant qu'on va mettre de côté pour nos investissements. Ça fait en sorte que ça peut remplacer le budget, parce que si on met une grosse somme de côté pour nos investissements, pour notre futur, bien après, on fait avec ce qui nous reste. Puis si on a déjà l'idée qu'on n'a pas un gros train de vie, qu'on n'ira pas chercher des dettes pour notre consommation, à ce moment-là, ça bypasse un peu le besoin de faire un budget. Évidemment, moi, je recommande. Moi, j'ai fait un budget depuis que j'ai 25 ans. J'ai fait le suivi, en fait, de mes finances. Parce qu'il y a 2 volets à ça. Il y a faire le suivi de ses finances, de voir un peu le tracking de ta valeur nette, de tes revenus, de tes dépenses, voir où est-ce que l'argent s'en va, comment ça voyage dans ton portefeuille, l'argent. Moi, je trouve que c'est très intéressant, puis ça l'aide beaucoup à s'enrichir, puis ce qu'on mesure va s'améliorer automatiquement. Donc, juste le fait de mesurer ce qui se passe financièrement avec un budget, avec le suivi de nos finances, ça va aider. Donc, mais évidemment, il y a plusieurs façons de faire. C'est pas tout le monde qui est obligé de faire ça. Dans le cas de Pat Raymond, justement, lui, c'était sa recette. Donc ça, se payer en premier peut remplacer le budget. C'est un des points à retenir. Éviter les dettes de consommation, on en a parlé beaucoup dans l'entrevue. Avoir la paix financière, limiter son train de vie, ça l'aide un peu, parce que, tu sais, les dettes de consommation, souvent, on va aller chercher ça pour des véhicules, pour des jouets, des rénovations, des aspects de notre vie qui vont améliorer notre confort, mais on prend de l'avance. Dans le fond, c'est parce qu'on l'a pas, l'argent. Donc, on est obligé d'aller emprunter. T'sais. Si on ne l'a pas, normalement, c'est parce qu'on n'est pas rendu là. C'est une bonne façon de voir un peu, est-ce qu'on peut se permettre une dépense ou pas? Si on a l'argent, on peut. Si on n'a pas, on le budgète, on l'accumule, puis là, on le paye. Donc, éviter les dettes de consommation. Ensuite, la maison. La maison, c'est important.
Il y en a qui disent louer ou acheter, ouais, pas besoin de maison. Moi, je pense que oui, idéalement, si on veut se faciliter la vie pour s'enrichir, ben idéalement, on devrait acheter sa maison quand même tôt dans le processus. Ça va nous faciliter vraiment l'enrichissement, l'idée de se rendre à l'indépendance financière. Puis, ben, Patremont, il a sa maison, puis il s'en est servi pour investir parce que éventuellement, elle est remboursée. Puis là, ben, la marge de crédit collatérale permet d'acheter d'autres immeubles quand on est investisseur immobilier. Ça, c'est important d'avoir de l'immobilier. Sa maison, c'est un bon tremplin vers acheter d'autres immeubles à revenu de terre agricole. Donc, acheter sa maison, un peu la base, ça reste clé. Donc, un des points à retenir. Ensuite, c'est suivre ses passions. On ne veut pas rester dans un travail qui nous plaît pas. Donc ça reflète un peu le cheminement de Pat, qui était dans l'armée canadienne. Ensuite, OK, je vais aller dans la réserve pour libérer mon temps. Puis ensuite, a poursuivi d'autres projets. Est allé en communication, justement, animateur de radio, animateur dans des événements, puis ensuite gestion de patrimoine. Il a fait d'autres choses sûrement, là, mais c'est les quelques occupations là, dont je me rappelle. Puis l'idée en arrière de tout ça pour poursuivre l'indépendance financière, c'est que, ben oui, ça va aller mieux avoir des revenus, faire de l'argent quand on travaille dans quelque chose qui nous intéresse. Donc, ça, pour moi, c'est important. Puis ça va aller mieux après ça pour faire notre réseau. Si on travaille dans quelque chose qui nous intéresse, on va être passionné, on va attirer d'autres gens. Puis éventuellement aussi, il y a peut-être des opportunités d'investissement, des opportunités d'avoir plus de revenus qui suivent de ça quand on fait ce qu'on aime. Donc moi, c'est ce que j'ai retenu un peu de cet aspect-là de Patremont, de suivre ses passions. Et puis éventuellement, ça nous permet de libérer notre temps. Parce que c'est ça l'idée de cheminer vers l'indépendance financière, c'est qu'à un moment donné, on a plus de temps pour nous. Puis en fait, c'est qu'on ne voit même pas le temps passer quand on fait ce qu'on aime. Donc, on a l'impression qu'on on libère notre temps de devoir travailler dans ce qu'on n'aime pas pour peut-être travailler dans ce qu'on aime. En tout cas, puis là, on le sent plus comme un travail à ce moment-là. Puis même, on peut le faire gratuitement, comme Pat fait en ce moment avec tous ses projets. Étant donné que, bon, il a investi dans l'immobilier, puis qu'on a quand même une sécurité, puis c'est ça, quand on a atteint un certain niveau d'indépendance financière, c'est la flexibilité que ça permet. Ensuite, on a parlé beaucoup de fiscalité. OK, la fiscalité, très important. Je pense que quelqu'un qui a travaillé en gestion de patrimoine aussi, c'est une grosse partie du travail d'un planificateur financier, d'un conseiller en sécurité financière pour la planification fiscale. Donc, on a parlé beaucoup de ça. Surveiller son palier d'imposition. C'est certain que ça va aider si on ne donne pas tout notre argent au gouvernement en impôts. Puis là, il y a des stratégies à adopter. Puis, ben, c'est ça, on voit l'importance parce qu'on en parle beaucoup quand on parle avec Patremont, on parle beaucoup de fiscalité, puis voir les stratégies. Donc, ça, c'est une grosse partie. Ensuite, ben c'est ça, pour être riche, libre de son temps, la clé, c'est de ne pas dépenser beaucoup. T'sais, en réalité, si on dépense beaucoup, c'est très, très difficile de s'enrichir. C'est de l'intérêt là, non déductible d'impôt. Ça coûte toutes nos dépenses qui sont non déductibles d'impôt, ça veut dire qu'on a déjà payé de l'impôt dessus pour faire la dépense. Puis en plus, quand c'est de l'argent qu'on prend à crédit, ça veut dire que dans le futur, on va devoir faire le revenu, payer de l'impôt puis rembourser cette dette-là. Donc, non, la clé, c'est de dépenser, de garder nos dépenses bases, de viser le bonheur via justement l'équilibre, la santé, la vie familiale, les piliers pour le bonheur, c'est important. Puis après ça, nos dépenses financières, garder ça sous contrôle et non pas compenser le fait qu'on n'est pas heureux en dépensant. T'sais. Puis le bonheur, c'est aussi les projets, puis c'est notre réseau, les relations qu'on crée. Au fur et à mesure qu'on travaille, qu'on chemine. Pour être riche, c'est aussi libre de son temps. Ça ne donne rien de faire des gros revenus. Si on se sent pris au piège, qu'on sent qu'on doit travailler, éventuellement, l'idée, c'est qu'on peut se libérer de ça, du métro boulot dodo. J'irais aussi que côté fiscalité, côté passion, donc si on peut travailler dans notre passion, puis que notre vie aussi un peu tourne autour de notre travail, ça va aider parce que nos dépenses vont être liées à notre travail, ça va être déductible dans notre entreprise. Donc, c'est plus facile de s'enrichir quand on a une vie un petit peu axée sur notre travail, notre passion,
que lorsque notre vie est axée sur simplement les plaisirs, les loisirs personnels. OK? Donc ça, ça fait le tour là, des points clés à retenir avec l'entrevue. J'arrête là et puis je vous fais jouer l'entrevue avec Pat Raymond. Bonne écoute. Salut Pat, bienvenue à Indépendance financière et hypothèque. Merci d'avoir accepté l'invitation. Super gentil. Comment vas-tu? Ben, ça va bien, Frédéric. Je suis content d'être reçu dans des podcasts. Là, je commence ça là, récemment. J'ai dit, bon, c'est à moi d'aller faire mon tour un petit peu, d'aller alimenter. Puis, je ne sais pas ce que tu en penses, Fred, mais je crois qu'on pourrait, un et l'autre, puis pas juste nous deux, là, mais tous les podcasteurs en finances personnelles, probablement, on pourrait créer une synergie encore plus de cette façon-là, en se parlant un et l'autre, puis en se recevant sur nos podcasts. On pourrait peut-être créer quelque chose d'intéressant, puis éventuellement, pourquoi pas avoir notre chaîne de radio continue, notre chaîne argent, ouais, où on aurait comme tous des bouts de nos émissions qui seraient regroupés. C'est quelqu'un qui nous entend puis qui aura envie d'investir, parce que moi, ça ne me tente pas tant d'investir. Mais d'un autre côté, il me semble que je vois un potentiel. On est tellement qui font des podcasts là-dessus. Et je trouve ça c'est relativement tout le temps pertinent. Tout ce que personnellement, moi, j'entends de vous tous, puis ce qu'on partage comme information, c'est intéressant pour les gens. Moi, j'ai l'impression que ton podcast, c'est déjà un peu ça, tu sais, parce que toi, c'est que des entrevues, justement, avec d'autres, puis tu sais, t'es allé chercher, justement, d'autres podcasteurs. Donc, déjà, juste à écouter ton émission, on a déjà quand même des points de vue vraiment différents, puis ça, c'est vraiment le fun. Puis aussi, maintenant, avec Spotify, ce que j'ai remarqué, c'est que tu écoutes un podcast, puis après ça, il va t'en suggérer d'autres qui ressemblent. Moi, j'ai beaucoup d'écoutes qui arrivent comme ça, tu sais, de Spotify. Je trouve leur algorithme, c'est un peu comme à la TikTok. Donc, ça, c'est une autre façon comme naturelle, qu'on n'a pas besoin de rien faire. Mais dans le fond, si tu veux écouter des podcasteurs qui parlent de sujets personnels au Québec, ben, tu peux aller sur Spotify, puis ça va te feeder un peu de cette façon-là. Absolument. Puis, on se check tout un et l'autre. Puis, je sais pas pour toi, mais tu sais, aussitôt qu'il y a une information qui est dite puis qui est plus ou moins précise, ou des fois, par mégarde, on a dit un mot qu'on voulait pas dire, ou on s'est enfargé dans notre langue, ou on se fait reprendre assez vite. On reçoit un message ou on se le fait dire assez rapidement. Donc, je crois pas qu'on peut perdurer dans la finance personnelle au niveau de ce qu'on fait en podcast, que ce soit sur YouTube ou partout. Comme influenceur, entre guillemets, je ne crois pas qu'on peut perdurer et dire n'importe quoi. Donc, tu sais, toi aussi, ça fait un bout de temps que tu en fais. Puis, je pense que c'est ce qui fait qu'on dure. C'est ce qu'on dit est vérifié. Je sais que tu es très rigoureux aussi. Puis, c'est tellement important. Mais c'est aussi la façon que c'est communiqué pour que les gens se sentent à l'aise et qu'ils ne se sentent pas moralisés. Puis que peut-être c'est leur ami qui leur parle et non pas juste un communicateur ou un influenceur. Il y a des liens qui se développent avec l'auditoire. Puis ça, moi, je trouve ça tellement gratifiant. C'est tellement beau à voir avec le temps. Oui, bien, il y a les faits, qu'il faut faire absolument extrêmement attention, pour ne pas dire des faits qui sont pas vrais, là. Moi, je sais que personnellement, je vais beaucoup dans raconter mon histoire, donner mon opinion basée sur ce que j'ai fait. Puis, ça se veut pas nécessairement une recette. Les finances personnelles, l'argent, ça touche tout le monde. Évidemment qu'il va y avoir 1 million de points de vue différents, Puis moi, je veux pas, mon point de vue, il va pas être bon nécessairement pour tout le monde. Puis, ça, c'est parfait comme ça. Puis, je m'attends pas à ce que tout le monde soit d'accord nécessairement avec la façon que j'ai procédé ou en tout cas dans même mes conseils, si on peut appeler, en rendu là, moi, je parle à tout le monde, mais je parle à personne en même temps, quand on est à la radio. Donc, c'est un peu, je trouve, l'avantage. Mais, puis là, si ça nous rejoint, mais tant mieux, sinon, on peut passer au prochain. Bon. Effectivement. Bon, Pat Raymond, c'est ça, animateur du podcast, justement, financièrement parlant, très populaire. Puis le groupe Facebook aussi, j'ai remarqué, Colin, beaucoup de membres là-dedans. Là, ça l'a grossi, je pense, beaucoup dans les derniers mois. Je suis dans le groupe, puis je vois passer les publications, ça arrête pas. Je trouve ça le fun.
Oui, ce qui est particulier dans le groupe Facebook, c'est que je refuse environ une centaine de personnes par semaine. Ah oui, OK. Ah, c'est fou. Je refuse. C'est incroyable. Juste pour les questions d'entrée, là. Il y a une question, êtes-vous un crosseur? Puis, des fois, une personne sur deux, ça dit oui, hein? Wow. Ben, c'est un terme qui est peut-être moins connu à travers le OK. monde. Donc, plein de gens essaient d'entrer dans mon groupe, OK. puis solliciter. Ah oui, fait que Puis, c'est... plus on grossit, plus on s'expose à ce genre de personnes-là. Donc, êtes-vous crosseur? Puis, des gens répondent oui. Fait qu'automatiquement, ils sont bloqués. Ou d'autres qui essaient de partager, OK. de publier des trucs, que ce soit religieux, des fois pour prêter de l'argent, etc. Tout ce qu'on peut imaginer, tous les scams possibles sur les réseaux sociaux. Donc, j'essaie de garder quand même le noyau dur, puis d'éviter justement ce genre d'affaires-là pour que, éventuellement, je ne veux pas que le groupe soit fermé non plus. Fait que, sérieusement, j'en refuse beaucoup et ça monte quand même assez rapidement. 8400 personnes qui suivent là, en date d'aujourd'hui sur le groupe Questions financières, effectivement. Ouais, ben bravo. Puis, c'est ça, je vois que c'est beaucoup de travail. Moi, j'hésite. En fait, je veux pas le lancer parce que je le vois. Là, en fait, je me doutais que c'est beaucoup de travail, justement, de gérer tout ça. Puis, mais le groupe, il est clean. Je vois les posts, tout ça. C'est vraiment tout de la bonne, des bonnes questions puis des bons commentaires. Fait que ça, c'est le fun. Puis, ça me fait penser un peu aussi, il y a un autre groupe, là, L'argent ne dort jamais. Qui a comme au-dessus de 100 000 membres. Ça aussi, c'est très, très bien géré. Un peu, ça doit être beaucoup de travail aussi de refuser, puis etc., de modérer ça. OK, donc là, l'idée aujourd'hui, ce que je voulais faire, Pat, c'est un peu comme avec Jimmy Boudreau, tu sais. Là, je suis content, j'ai quelqu'un d'expérience en plus. C'est ça qui a un beau parcours de vie par rapport à l'argent, puis qui s'intéresse beaucoup aux questions financières. Donc, l'idée, ça serait de raconter ton histoire par rapport à l'argent, puis je t'ai demandé peut-être d'arriver avec 5 conseils basés sur ton expérience, basés sur, pour quelqu'un qui commencerait, qui aurait peut-être une situation similaire à toi quand tu étais plus jeune, ou pour inspirer, pour arriver à l'indépendance financière. Parce que ça, c'est le thème de mon émission. Moi, j'aime ça que ça tourne un peu autour de ça. Je veux motiver les gens à cheminer vers leur indépendance financière. Donc, vas-y, je te laisse là, raconter ton parcours. Ben, si tu m'as écouté un peu, je ne suis pas quelqu'un qui aime ça être trop structuré. Je suis très improvisateur. Mon côté artistique, mon côté animateur me sert bien. Fait que des fois, c'est bien beau d'avoir toutes les notions. Il faut être aussi communicateur. Puis bon, je me sers peut-être un peu plus de cette compétence-là pour emmener certains conseils. Là, juste pour toi, Fred, ce matin, j'ai quand même structuré quelque chose. Comme quand je vais à la radio, je me prépare beaucoup plus. Des fois, c'est des heures. Tu parlais de travail pour gérer le groupe Facebook, des trucs comme ça. C'est quand même quelques heures par jour. J'évaluais à peu près à 3 heures par jour que je suis dans la finance personnelle, puis tout le temps en train de me documenter sans des fois compter le temps que je passe à écouter ton podcast et tous les autres. Et des fois pour m'alimenter, puis aussi pour apprendre. Puis tu sais, comme moi, Fred, on apprend, peu importe le nombre d'années de bagages ou tout ce qu'on peut avoir fait, on en apprend à tous les jours. Et ce que je vais faire, ce que je vais énumérer aujourd'hui, c'est plutôt, mettons, des choses que peut-être qu'on sait déjà, mais de les mettre comme ça dans une structure, puis de faire mettre un peu de viande autour de l'os, puis de déblatérer autour de chaque énumération. Puis ça me permet aussi, par mes commentaires, aussi d'emmener ma couleur. Puis ça commence toujours par l'épargne, de l'épargne systématique. Ça, c'est vraiment un incontournable de se payer en premier. Ça restera la base de tout. Notre ami Jimmy a dit la même chose. Ça commence par se payer en premier. Et l'objectif, ça serait d'augmenter ce fameux montant. Alors, si ça commence à 50 $ par mois, bien, éventuellement, de se rendre à 60 puis 70, puis d'être fier, éventuellement, d'être à 100 $ par mois d'épargne systématique. Mais épargner ne suffit pas et il faut aussi l'investir. Comme j'aime dire souvent, c'est que l'argent, ça vaut pas grand-chose de l'argent. Il faut la transformer à tout prix dans différents titres d'investissement. Donc, l'argent, il faut la transformer. Fait que juste l'épargner ou de la mettre sous l'oreiller ou dans un coffre-fort, ça vaut rien avec le temps, hein, avec l'inflation. Donc, il faut vraiment non seulement épargner, mais éventuellement investir et sur du long terme.
Parce que s'enrichir, ça prend entre 15, 20, 25 ans pour relativement s'enrichir puis de bâtir quelque chose. C'est pas vrai que ça prend 3 mois et demi. Et c'est peut-être un peu le problème des humains aujourd'hui, c'est qu'on est très pressé. Mais on commence avec un petit montant qui est peut-être pas trop significatif sur le coup. Puis tu as l'impression que c'est assez banal et qu'éventuellement, ça va grossir et tu vas te retrouver à la fin de l'année avec un petit investissement de quelques centaines de dollars. Puis tu te dis, oh wow, ben, je vais augmenter encore. Puis au bout de 2 ans, on est rendu à quelques milliers de dollars. Puis là, je commence à comprendre comment... Et ça n'a pas nécessairement changé grand-chose dans le rythme de vie en général des dépenses, des fois avec le petit montant qui s'en va comme ça, qu'on ne le voit pas, puis qu'au final, ou à la fin de l'année ou au bout d'un bout de temps, là, on le considère, puis on dit « Ah, mon Dieu, ça monte plus vite qu'on pensait. » Puis c'est la même chose qu'un compte de carte de crédit où on fait quelques petites dépenses, puis qu'au bout du mois, il est à 5 463, puis on dit « Coudonc, qu'est-ce que j'ai acheté? » Ben, c'est le même principe, c'est les cafés, c'est les ci, c'est les repas, c'est le resto, c'est une petite dépense-là, c'est la pharmacie, puis finalement, ça a réussi à faire une dépense de 5 000 à la fin du mois et qu'on n'a quasiment pas réalisé que toutes ces dépenses-là étaient des petits montants accumulés. C'est le même principe pour l'épargne systématique, si on veut. Toi, Pat, est-ce que quand justement dans ton cheminement, est-ce que tu as utilisé un budget? Donc, tu sais, assez jeune ou plus tard ou même ever dans tes finances, dans tes finances personnelles? Tu vas rire, j'ai pas fait beaucoup de budget dans ma vie. Si ce n'est que dans les dernières années où je suis allé plutôt annuellement. Mais moi, de mon côté, je me disciplinais à mettre un gros montant par mois. Okay. Puis encore aujourd'hui, de côté. Fait que si on prend l'exemple, je ne dis pas que c'est ça, mais mettons que quelqu'un dit, ben moi, je me mets 1 000 par mois de côté, sans budget, mais il y a toujours bien 1 000 par mois qui s'en va dans des placements. Donc là, naturellement, ce qui reste après ça, c'est dans le fond, le fait de se payer en premier, ça peut compenser le fait qu'on n'a pas nécessairement un budget avec toutes nos dépenses, puis qu'on surveille ça de près, là. Exact. Ça n'a pas toujours été ventilé avec mes dépenses à l'épicerie, mes dépenses, mais il y a toujours un gros montant. Donc, le problème que j'ai souvent rencontré, c'est que je me suis cassé, même encore aujourd'hui, des fois, je suis cassé comme un clou parce que j'ai trop investi ou parce que j'ai mis trop de comptant dans un achat, un investissement immobilier où j'aurais peut-être dû me garder des billes un peu. Je l'ai peut-être trop mis là-dedans ou des fois d'acheter un titre boursier. C'est ça, des fois, c'est que je me retrouve, puis on dirait qu'inconsciemment, je pense que je me punis volontairement. Je me garde cassé, justement, parce que moi, je me sens mieux avec l'argent en avant de moi qu'avec acheter des choses, avec du matériel. Moi, le matériel, pour moi, c'est du trouble. Parce que chaque item me demande du temps, de l'entretien, ou, bon, fais ça comme tu voudras. Ça demande de l'énergie comme telle, du matériel. Alors, je dis tout le temps, ben, j'ai pas de problème de motoriser, ça brise pas, j'en ai pas de motorisé. Oh ouais, puis on peut décliner, j'ai pas de problème de motoneige parce que j'ai pas de motoneige. Donc, pour moi, du matériel, c'est des fois plus de trouble que de plaisir. Et comme je ne carbure pas au plaisir, bon, ça, c'est ma tête qui fonctionne comme ça, ben, ça me permet peut-être d'être un petit peu plus discipliné, étant donné que je suis quelqu'un de très anxieux. L'anxiété me sert dans ce sens-là. Et des fois, je dis, c'est pas parce que je suis smart financièrement, c'est parce que je suis tellement anxieux que je préfère mettre de l'argent en avant de moi que de dépenser et d'acheter des trucs qui peut-être, au final, dans quelques temps, on n'en aura plus vraiment besoin, puis on va se dire, pourquoi on a acheté ça? T'sais, pour quelle raison on a mis de l'argent là-dessus? Puis pour moi, le matériel, c'est un paquet de troubles. Je préfère plutôt de la liberté et de vivre des expériences. Ben moi, je te rejoins sur l'idée de l'anxiété. Moi, justement, le fait d'accumuler un patrimoine pour le futur, ça calme. Tu sais, ça me met en paix, justement. La paix financière, c'est quelque chose que je me rends compte, tu sais, depuis le début, justement, de ma vingtaine, que c'est quelque chose que je recherchais. Puis je me demande si c'est pas quelque chose que tout le monde recherche en bout de ligne, mais qui s'en rendent pas compte. Est-ce que c'est possible
de vivre sans penser à son accumulation de richesse pour plus tard, sans avoir d'anxiété. Est-ce que c'est possible de vivre sa vie comme ça? Tu sais, en tout cas, je crois pas que la majorité peut bien vivre dans les dettes. Là. Ça me rentre pas dans la tête. Là. Surtout quand tu as une famille, tu as des responsabilités avec les enfants et tout. Peut-être quelqu'un qui est seul, puis qui carbure au crédit, puis il se la pète à tour de bras, puis ça finit par fonctionner quand même, mais il est seul. Fait que s'il fait faillite, éventuellement, il est tout seul. Mais quelqu'un qui a une famille, ça devient quand même de grosses responsabilités. Moi, j'ai eu mes enfants tard, hein, dans la quarantaine. Donc, ça veut absolument dire que dans la soixantaine, ils sont à l'université. Le régime épargne-études est maximisé. Bien, lorsque je mets, de mon côté, lorsque je remplis, j'aime bien dire cette phrase-là de cette façon-là, c'est lorsque je remplis toutes les cases de la sécurité financière, quand je fais tout ce qu'il y a à faire, selon mon plan de match, ben il ne me reste pas grand-chose pour, entre guillemets, m'amuser. Flamber de l'argent ou dire on se gâte puis on s'en va dans un week-end qui va coûter 1000 $, ish, ça me pogne en dedans. Puis 1000 $ un week-end, tu vas pas bien loin. oui, Là. c'est ça que j'allais dire. Il va falloir vraiment que ça soit profitable au niveau familial, peut-être au niveau du couple. Ça va concrétiser quelque chose de symbolique, plus que juste un divertissement. Puis plus je suis heureux, plus je suis libre. Présentement, ben, ça fait peut-être 1 an et demi, 2 ans là, que je n'ai pas travaillé. Moi, je n'aime pas dire que je suis à la retraite, mais je m'amuse, puis je mets du temps sur mes podcasts, sur mes trucs, mais pour moi, c'est pas du travail. Ben, je me rends compte que là, soudainement, j'ai moins besoin de vacances, évidemment. J'ai pas besoin d'aller en voyage. J'ai pas besoin de me changer les idées. J'ai plus besoin de décrocher. J'ai plus besoin de faire toutes mes emplettes, mes affaires le samedi après-midi, puis d'aller me mettre dans le trafic chez Costco. Fait que là, moi, je trouve que j'ai retrouvé un équilibre de vie et je vois les gens stressés autour de moi, ben, beaucoup plus qu'avant, parce qu'avant ça, j'étais comme eux autres. Mais là, à cette heure, tu sais, je dis pas ça pour être prétentieux, mais tu sais, je regarde les gens après, maintenant, là, puis ils sont stressés pour les vacances là, d'été. Là. Il y a quand même une période de temps où il doit faire beau, on doit en profiter, on doit mettre des photos sur Facebook, les parents nous regardent, il faut qu'on fasse des activités, il ne faut pas qu'on ait l'air d'être tout le temps chez nous puis qu'on ne fait pas de sortie. Puis on remplit la carte de crédit qui va être très élevée au fin août. Puis finalement, il se développe où le bonheur? On concrétise quoi? Pour arriver au prochain lundi où on va retrouver le même rythme de stress qu'on avait, puis on va dire, bien, ça a passé donc bien vite l'été, parce que dans le fond, on n'aime pas la plupart du temps ce qu'on fait pour beaucoup de gens, c'est plate, mais c'est 80% des gens qui n'aiment pas leur gagne-pain. Ah oui, 80%? Moi, je dis ben, c'était ça les chiffres, là. C'est peut-être 78, puis quand même, ça serait 70. Mais les derniers chiffres, c'était 80%, effectivement, Fred. Puis tu te retrouves avec des gens qui sont malheureux de ce qu'ils font. Puis moi, à mon sens, la réussite dans la vie, c'est que tu vis de ta passion. Peu importe c'est quoi ta passion, je ne juge pas, mais tu vis de ta passion. À partir du moment que tu vis de ta passion, ben tu carbureras pas à tous les plaisirs éphémères autour parce que lorsque tu travailles, tu nourris ce que tu as besoin de nourrir, ce que les plaisirs t'apportent, ben tu les as au travail lorsque tu vis de ta passion. Puis les passionnés, ben la liberté financière, ils se disent, ben quand est-ce que je vais prendre une retraite? J'aime bien trop ce que je vais continuer toute ma vie. Ils se sentent quand même libres financièrement parce qu'ils se disent, ben je peux travailler 2 jours semaine, 3 jours semaine. À un moment donné, si ça me tente de prendre un mois, je prendrai un mois. Ça, c'est une belle liberté dans l'équilibre. Mais la retraite pour la retraite, parce que tu es écœuré, puis au bout de 35 ans, tu es brûlé de tête, j'en ai tellement vu, puis que finalement, il tombe malade 2 ans après la retraite. Puis, tu sais, si tu n'as pas été heureux dans ta carrière, difficilement tu vas être heureux à ta retraite. Oui, parce que là, présentement, je pense que quand même, tu continues de travailler, puis je pense que le message, c'est que c'est une bonne chose. T'sais, même si justement on n'a plus de revenus, là, c'est quasiment, on le fait pour aider les autres, là, ou en tout cas, on a, comme en ce moment avec le podcast, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent, puis ça c'est vraiment utile d'arriver, puis d'amener des différents points de vue comme ça, puis d'avoir un podcast. Il n'y a pas de revenus qui vient de ça.
Mais ça, en bout de ligne, ça l'aide pour son indépendance financière parce que pendant qu'on fait ça, on est utile, puis on n'est pas en train de chercher à se tourner les pouces, puis à vouloir peut-être dépenser, puis donc au lieu de dépenser, on travaille. Donc ça, c'est... Ben, tu sais, il y a un principe, hein, mettons, tu veux devenir millionnaire, ben aide 10 personnes à devenir millionnaire, tu veux devenir libre financièrement, aide des gens à devenir libres financièrement, tu veux aider la société. On arrive à un certain âge, à un moment donné, il semblerait que c'est naturel de vouloir redonner au suivant, donner ses trucs, devenir, faire du mentorat, devenir quelqu'un, un exemple pour des plus jeunes, parce qu'il n'y a plus de compétition. Moi, rendu à mon âge, j'ai plus de compétition. Je peux donner tous mes trucs, puis dépasse-moi, man. Ça me dérange pas pantoute. Je n'ai plus l'ego que j'avais quand j'avais 30 ans, où je dis, ben garde, je vais garder cette information-là pour moi, parce qu'il faut que je me sorte de la merde, puis il faut que je gagne plus d'argent que le voisin. Là, il n'y en a plus de compétition. Puis je me rends compte qu'en vieillissant, ça, c'est moi, là, mais il y en a quand même quelques-uns avec qui je parle, c'est la même chose. C'est besoin de moins d'argent. J'ai besoin de moins dépenser. Je me dis, mon doux, le jour que j'avais pas, dans le temps, j'avais pas l'argent. Puis là, je rêvais d'avoir ceci ou cela. Et là, j'ai l'argent, puis je veux pas la sortir pour acheter ceci ou cela. Puis je reste avec mon vieux char. Tu sais, moi, je demeure dans un jumelé avec des autos usagées de 8 ans, 10 ans, j'ai rien, moi, dans le fond. Tu passes en avant de chez nous, là, je suis un pauvre. Tu sais, j'ai pas besoin. Moi, ce que je veux, c'est que j'ai une liberté financière pour les 40 prochaines années. Fait que pour 40 prochaines années, si je me décaisse raisonnablement un montant, ben ça prend un gros montant au final, mais c'est pas tant d'argent que ça à chaque année. Après ça... Comme je dis tout le temps, des millionnaires à 45 000 par année, là, ben c'est un peu ça le programme. Si quelqu'un veut se libérer avec de l'argent placé éventuellement, il va vivre avec 40, 50, 60 000 par année. Moi, j'ai servi dans l'armée. Oui, j'ai une petite pension de l'armée qui fait que c'est vrai que je n'ai pas besoin de décaisser autant. Il faut que je décaisse pareil. Puis je trouve que ça descend vite, puis je m'en rends compte. Et comme je dis aux gens, ben, je suis peut-être, oui, officiellement à la retraite, mais j'aime pas dire à la retraite, là, à 54 ans. C'est plutôt que je fais ce que j'aime. Et je faisais ce que j'aimais aussi quand j'étais dans la gestion du patrimoine, en gestion financière. Je faisais exactement ce que j'aimais. C'est une passion. J'ai peut-être été trop loin là-dedans et c'était difficile pour ma santé mentale à un moment donné. Ça, c'est un autre volet. Et puis, dans l'armée, j'ai fait ce que je voulais faire. J'ai servi comme je voulais servir. J'ai transféré dans la réserve à un moment donné où je ne voulais plus aller à l'extérieur, puis je voulais rester au Canada. Et j'ai toujours décidé de ce que je voulais faire toute ma vie, sans que ça soit toujours confortable, mais je l'ai décidé. Et je le savais que je faisais ça, mettons, pendant un bout de temps, parce que c'était pour m'apporter d'autres choses. Et tous ces efforts-là étaient faits en fonction d'arriver à un objectif, mais pendant que je le faisais, même si ça pouvait demander de l'énergie, je faisais quelque chose que j'aimais. Je carburais en dedans. J'aimais tout ce qui... J'ai rarement fait quelque chose que j'aimais pas longtemps. D'ailleurs, je suis pas capable de faire quelque chose que j'aime pas longtemps. Même dans la vie de tous les jours, une tâche, si j'aime pas une tâche, je ne la ferai pas. Je vais la faire par quelqu'un d'autre. Je ne me ferai pas torture. Mais j'ai toujours fait des choses que j'aimais et qui me passionnaient. Mais aujourd'hui, matériellement, j'ai pas grand-chose matériellement parce que, pour moi, ce qui comptait, c'est d'être bien à chaque jour dans ce que je fais, dans les expériences que je vis. Et le matériel n'a jamais été vraiment majeur, moi, de mon côté, dans ma vie. C'est peut-être ça qui a fait qu'à un moment donné, la liberté financière est arrivée plus rapidement parce que j'ai besoin de moins d'argent. C'est pas compliqué. Mon rythme de vie est plus bas que la moyenne. Donc, c'est certain que la liberté financière va arriver plus vite dans mon cas. Excellent. Excellent. Donc, dans le fond, là, je ne sais pas si on est déjà dans les conseils, dans les 5 conseils que tu avais préparés. Je ne sais pas si on peut les numéroter. On a parlé de ça. Tu voulais faire un podcast d'une trentaine de minutes, mais avec moi, je dis tout le temps, il faut au moins que ça prenne 1 heure. Mais non, je peux te condenser ça aussi. Je peux m'adapter très bien. Je parlais d'improvisation, mais dans ce sens-là, je peux m'adapter à ton cadre de podcast, bien certainement. Si je parlais d'épargner systématiquement. Puis le numéro 2, c'est d'investir intelligemment. Au passage, tantôt, je disais de changer son argent en titres, en différents titres. Mais on peut être dans des actions, dans des obligations, dans des mobiliers, dans d'autres actifs, dans de la crypto, dans des entreprises privées, d'acheter des parts d'entreprises privées.
d'aller dans des marchés, je ne sais pas moi, dans des marchés dispensés, si vous qualifiez, pour investir dans des marchés qui sont peut-être plus disponibles pour des gens qui ont plus d'argent. Mais il y a toutes sortes de façons d'investir son argent. À partir du moment que tu l'investis, même très intelligemment, tu ne l'as plus. Ouais. Investir, pour moi, c'est comme quelqu'un d'autre peut-être qui dit, moi, c'est comme dépenser. Moi, à partir du moment que j'ai investi l'argent, je ne l'ai plus. Je ne la vois plus. Je ne l'ai plus. C'est ça, je te dis quand je te dis, Long je terme. me casse. Fait que là, tu te dis, tu viens de mettre 50 000 dans quelque chose, je suis cassé comme un clou. Oui, mais tu as 50 000 de plus. Ouais, mais je ne l'ai pas. Je ne peux pas aller à l'épicerie avec ça. Fait que là, il y a toujours un équilibre entre vouloir investir, de le faire intelligemment, concrètement, de laisser le temps au temps, et en plus, de garder un flux monétaire pour aller faire l'épicerie, parce que ça prend des sous pour aller faire l'épicerie. Puis le train de vie courant, même si les minimums, c'est toujours quelques milliers de dollars à tous les mois qui doivent sortir pour le courant. Donc là, tu fais l'équilibre entre les investissements et les dépenses courantes. Et tu te rends compte, tu te dis, ben finalement, c'est quand je me gâte, ben jamais. Parce que le matériel, c'est se gâter avec du matériel, c'est plutôt des fois de brûler l'argent. Parce que ce matériel-là va déprécier, il va finir à l'éco-centre ou à cour à scrap, peu importe. Fait que pour moi, me gâter, c'est avec du temps. Me gâter, c'est avec une liberté. Ouais. Me gâter, c'est ma santé mentale, prendre soin de ma santé mentale et de ma santé physique et de dire, ben aujourd'hui, je vais marcher pendant 2 heures de temps. Moi, pour moi, c'est ça, se gâter. Ça dépend des gens. Fait que moi, me gâter, ben, je suis en train de te dire que ça ne me coûte rien me gâter. Moi, aller me promener dans des feuilles mortes l'automne, c'est ça, me gâter. Mais ça ne coûte pas une scène, ça. C'est parfait. Je n'haïs pas ça, aller marcher à Vegas. Je suis allé marcher à Vegas. Je n'ai pas besoin d'aller marcher à Vegas à tous les ans. J'ai adoré Vegas. J'ai fait 22 pays, là, ceux qui nous entendent, qui pensent que je suis quelqu'un qui reste dans son sol. Non, mais j'en ai fait des voyages en masse. Puis justement, aujourd'hui, je te dirais, j'ai tout fait ça, puis ça ne me tente plus. Moi, c'est un petit retour aux sources. C'est ce qui m'appelle en vieillissant. C'est un retour aux sources. J'aime les animaux. J'adore les animaux. J'en ai à la maison. J'ai acheté une ferme en 2018. Pourquoi? Je ne sais pas, mais aujourd'hui, je suis content parce qu'elle a pris beaucoup de valeur. Ça a doublé. Mais ça ne me donne pas d'argent dans mes poches. Fait que tous mes investissements, moi, j'ai quand même beaucoup d'immobilier. Là. J'ai 5 immeubles présentement qui me donnent de l'argent, oui, mais en même temps, c'est tout réinvesti. C'est capitalisé, il y a de l'équité dans ces immobiliers-là. Puis si un jour j'ai besoin d'argent pour un autre investissement, bien, je peux aller le chercher là. Mais si j'ai besoin d'argent pour acheter une voiture, je n'irai pas chercher de l'argent pour une voiture dans mes immobiliers. Je ne prendrai pas de l'équité dans mes immobiliers de m'acheter une Tesla. Donc, je garde mon auto usagé. J'imagine que l'idée avec ces actifs-là, c'est que ça augmente justement le revenu annuel que ça génère éventuellement, puis ou que ça fournit. Ça augmente mon levier. Moi, dans mon cas, c'est mon levier. Parce que quand j'investis, moi, ça fait longtemps que je ne prends plus mon argent pour investir. J'emprunte l'argent pour investir. Si je prends mon argent pour investir, elle est à 50 % d'impôt. Si je prends l'argent de la banque pour investir, elle est à 8 7 % sur une marge de crédit hypothécaire. Donc, déductible en plus. Fait que, tu sais, ça dépend comment on voit ça. Fait que moi, mon argent personnel, ça fait longtemps qu'elle ne sert plus nécessairement à l'investissement immobilier proprement dit. Puis mon investissement liquide, ben, mes REER, mon CELI, ben, ça, c'est un plan que j'ai depuis, comme je disais tantôt préalablement, depuis 25-30 ans, de l'argent que je mets de côté à tous les mois. Je ne savais pas qu'un jour, j'aurais des enfants, parce que moi, j'en voulais pas d'enfants jusqu'à 40 quelques années où tout d'un coup, il y a un éveil qui s'est créé. Puis là, ben, j'ai dit, ça va prendre un régime épargne-études. Fait que là, le régime épargne-études, les enfants, ils ont 11 ans, 13 ans. Donc, ça fait 13 ans que je capitalise dans un régime épargne-études depuis qu'ils sont au monde, là, 13 ans, 11 ans, mais c'est un régime familial. Donc, on a doublé quand il y a un autre bénéficiaire qui est arrivé au monde. Fait qu'on a doublé. Fait que là, on maximise le régime épargne-études pour éviter à sortir pour le cégep ou pour l'université plus tard. Moi, je vais être dans la soixantaine. Ça ne me tente pas de sortir une dizaine de milliers de dollars à tout bout de champ pour payer l'appartement, l'auto, les frais de colocation, peu importe où ce qu'ils vont aller au cégep ou à l'extérieur. Bien, on va prendre le régime épargne-études pour payer tout ça. Donc, pour moi, c'est de l'argent qui ne me sortira pas de mes poches. Donc, ce placement-là a été fait aussi pour moi, pour nous, pour ma conjointe aussi.
et non pas juste pour les enfants, payer les frais, mais c'est aussi pour payer tout le reste. Et présentement, ben, ils sont à l'école privée. Fait que là, juste l'école privée au secondaire, ça a coûté quasiment 7 000 l'année passée pour mon garçon parce que là, il y avait l'ordinateur et tout ça. Bon, cette année, l'ordinateur c'est encore bon, mais ça va coûter autour de 6 300 d'argent net. Donc, je travaille pour 10 000, 11 000, 12 000 qu'il faut que je décaisse pour les enfants à l'école privée. Donc, moi, je vais me priver de ma voiture éventuellement s'il faut pour que les enfants finissent leur secondaire à l'école privée. Fait que comment veux-tu que je me la pète puis que je m'achète des bébelles en voulant être à la retraite libre financièrement avec 2 enfants à l'école privée? Ça ne fonctionne pas. C'est une question de priorité. C'est ça. Donc là, dans le fond, on a nos actifs immobiliers, puis ça, on réinvestit les revenus, puis on continue de faire croître ça pour justement pour pas avoir besoin de travailler finalement jusqu'à nos vieux jours. Là. Dans le fond, on est un peu... Non, moi, j'aurais plus jamais besoin de travailler si je conserve ce rythme de vie-là et si je garde personnellement ma maison personnelle qui est un compte de banque. Comme je dis, des fois, elle est payée complètement, puis des fois, elle est hypothéquée à 80 %. Ça dépend des projets qu'on me présente. Je me sers beaucoup de ma maison personnelle comme un compte de banque. Et bon, je suis sûr que je fais une mise à part de l'argent ou une méthode Smith si je l'investis sur les marchés, peu importe. Mais il faut le faire de façon concrète. Puis au final, moi, où ce que j'économise le plus, c'est par rapport à l'impôt. Fait que si, au final, je finis au 31 décembre avec un revenu qui est comme monsieur, madame, tout le monde, et je réussis même à aller maximiser de l'espace REER, puis que ça me donne un retour, puis avec des allocations de famille pour les 2 enfants, Québec et Canada, wow! Moi, je capitalise énormément là-dessus. Mais est-ce que je suis riche? Ben non, je suis pas riche. Ben aux yeux du fisc, je ne suis pas riche. Je finis avec des revenus bien normaux. Puis au niveau de la capitalisation globale du patrimoine, ben c'est de l'équité sur des immobiliers. Mais tant que c'est pas vendu, c'est de l'impôt qui est somme toute, reporté. Puis dans le point 3, parce que ça m'amène à jaser en même temps des autres points, gérer et éliminer les dettes. Fait que, tu sais, moi, je donne toujours le premier conseil, c'est la seule dette qu'on devrait avoir, c'est une dette sur quelque chose qui va valoir plus cher plus tard. Bon, c'est sûr qu'on pense à l'immobilier dans ce temps-là. À mon avis, si dette il y a, ce serait la seule dette qu'on pourrait avoir. Je n'ai pas de trouble à avoir une dette d'1 million si j'ai 3 millions d'immobilier. Bah, je vaux 2 millions. Je ne l'ai pas dans les poches. Là, je ne suis pas en train de dire que c'est ça mon cas. C'est un exemple que je donne. Mais d'avoir une dette d'immobilier, ben ça, moi, je peux m'accoter toujours là-dessus, sur l'équité, sur la prise de valeur et les institutions financières. Mon institution financière m'aime beaucoup. J'arrive là, puis parfait, on peut s'accoter sur l'immeuble A, B, C, D, E, F, puis on peut acheter l'immeuble G. Il n'y a pas de souci. On peut faire une collatérale avec les caisses. Tu connais très bien ça, mieux que moi. C'est toutes des choses qui sont possibles. À partir du moment que tu as des actifs, tu peux t'accoter dessus pour aller chercher d'autres actifs sans toucher à ton argent personnel. Mais ton argent personnel, il y a toujours le fameux sweet spot où tu dis, moi, si je gagne plus que 87 863,40, là, je tombe dans un seuil où là, je vais perdre toutes mes allocations des enfants, je vais perdre ceci, je vais perdre celle-là. Là, tu arrives puis là, tu regardes le revenu familial aussi avec la conjointe. Là, tu te dis, bien, cette année, je pense qu'on va se serrer, puis je vais trouver l'argent pour mettre dans un REER. Je vais maximiser encore mon espace REER de cette année, pendant qu'il m'en reste encore. Puis, ben oui, mais là, tu sais, où est-ce qu'on va prendre l'argent? On va trouver l'argent. Si je la prends sur ma marge de crédit hypothécaire, je la mets dans le REER, j'ai un retour, je rembourse. Puis, c'est juste, il y a une façon de jouer avec l'argent. Mais en aucun temps, il me reste, moi personnellement, je ne sais pas si les autres c'est de même, là, mais en aucun temps, il me reste 23 643 à flamber, puis on sort ça quelque part en fin de semaine. On va-tu faire un trip? Il ne me reste jamais de liquidité pour me la péter, puis m'amuser, puis tout ça. Il ne m'en reste jamais de ça, parce que j'ai 2 enfants jeunes et je suis dans une situation de retraite. Il me reste 40 ans à vivre. Il faut que tout ça soit, même si j'avais 10 millions, divisé par 40 ans, par 12, avec ce que ça va coûter. Même si j'avais 10 millions, c'est serré comme budget. Si en plus tu veux aussi maximiser ta fiscalité, pendant que les enfants sont jeunes, on va maximiser toutes les allocations de famille Québec et Canada. Légalement, on peut maximiser tout ça jusqu'à 18 ans. Éventuellement, on va tout perdre ça, puis ils vont continuer à aller aux études, puis ça va continuer à coûter de l'argent, puis ça va continuer à vivre chez nous, puis à fouiller dans mon frigo. J'aurai plus d'allocation à 18 ans.
On en voit tellement qui se retrouvent justement sur la paille, quasiment, puis ils n'ont plus d'allocation d'enfants, mais les enfants sont encore à la maison, puis ils mangent tout autant que la veille qui avait 17 ans. Fait qu'il y a tout, dans notre cas, moi, j'ai tout ça à gérer. Si j'étais un gars seul à 54 ans, avec tous mes actifs, puis ben écoute, peut-être j'aurais un condo en Floride, peut-être que j'irais me promener en sidou à gauche puis à droite, puis je fais des voyages même pas communautaires, mais en tout cas des voyages qui ne coûteraient pas si cher que ça, puis je pourrais aider. Mais mes plans sont pas par rapport à ça. Mais là, ils sont par rapport à la famille. Est-ce qu'un des conseils à ce moment-là, justement, quand on est rendu comme à l'indépendance financière ou la retraite, c'est justement de garder ses dépenses pour optimiser justement l'impôt pour... est-ce que... Ça, j'ai l'impression que c'est une bonne partie. Puis là, je pense que c'était planificateur financier que tu étais dans les dernières années, là, avant d'arrêter. C'était-tu... Ben, moi, je n'avais pas fait ma planification financière. J'étais en gestion de patrimoine. En gestion de patrimoine. J'avais valeur mobilière, sécurité financière. J'avais représentant d'épargne collective. L'université en économie. Mais je ne suis pas économiste, là. Parce que là... Je suis encore à l'université en économie, là. C'est une autre affaire, ça, qui est le fun pour s'amuser à la retraite, de retourner à l'école par plaisir. Puis, avec ce bagage-là. Parce que là, ce que j'entends, justement, c'est qu'on connaît beaucoup pas de trucs, mais je veux dire de stratégies fiscales, justement, pour optimiser, payer le moins d'impôts. Puis garder ses dépenses basses, évidemment. Parce que, évidemment, tout ce qu'on dépense en bout de ligne dans une année, normalement, il faudrait que ce soit du revenu qui est imposé. Donc là, si on ne veut pas payer trop d'impôts, c'est ça. Puis qu'en plus, on a des dépenses justement pour les enfants, puis pour la famille, puis tout ça, ben c'est vrai que là, il ne nous en reste pas nécessairement pour se gâter. Puis, Ce que tu viens de dire est très, très intéressant. Puis j'en ai parlé dans mon podcast de ce matin, juste avant toi. C'est exactement ça. L'argent qu'on dépense, forcément, on l'a déclaré. Hein? C'est ça. Si on reste dans un cadre légal, là, à moins que tu l'aies fait la fin de semaine au noir, là, puis c'est pas ça qu'on recommanderait parce que tôt ou tard, ça va mal finir. Mais l'argent qu'on dépense, c'est de l'argent déclaré. Donc, c'est de l'argent qui a été imposé. Et le nerf de la guerre, même pour les gens qui sont très, très riches, même si les gens... Le nerf de la guerre, ça restera toujours la fiscalité. Des gens font 700 800 000, 900 000, tout ça. Ils vont sortir personnellement 100 000, 120 000. Ils vont trouver le sweet spot avec leur comptable. Tout le reste va être déductible. Ils vont avoir un rythme de vie avec de l'argent brut de leur entreprise parce que ça va servir au développement des affaires. Il y a toute une belle structure. Je sais, j'ai été incorporé, moi, pendant des années. Puis à un moment donné, la première année, je disais à mon comptable, je viens de comprendre pourquoi les gens s'incorporent. Parce qu'il y avait certains avantages d'être incorporé, parce que j'avais un rythme de vie qui était pratiquement déductible. Moi, à chaque fois que je faisais quelque chose, où j'allais souper ou dîner ou peu importe, c'était dans des contextes d'affaires. Sinon, j'allais jamais au restaurant, juste comme ça, en famille, au Saint-Hubert, puis payer de l'argent net. Fait que moi, je vivais avec de l'argent brut. Même Vegas, je suis allé avec de l'argent brut parce qu'il y avait un congrès. C'était une compagnie de fonds de placement, peu importe. Puis je suis allé là. La dernière fois, c'était ça. C'était tout déductible. Écoute, là, je capotais comment je pouvais. J'avais des clients à travers le Québec, parce que j'avais acheté beaucoup de clientèle, moi, d'autres conseillers. J'avais des clients à travers le Québec. Fait que si j'avais à aller voir ma sœur, là, ça ne le cachera pas, là, dans les Laurentides, là, ben, j'allais voir des clients aussi dans les Laurentides en même temps. Donc, j'allais voir ma sœur déductible. D'ailleurs, elle était ma cliente aussi, ma sœur. Ça aurait pu se débattre. Mais j'allais aussi voir d'autres clients tant qu'à être là. Donc, je couchais à l'hôtel. Si je prenais 3 nuits à l'hôtel, il y avait une nuit où je pouvais déduire parce que c'était pour les affaires. Puis la famille a suivi. Puis il y avait 2 nuits qui étaient personnelles. Moi, mon comptable était bien... J'ai le même comptable encore. Il disait, non, ça passera pas. Mais une nuit, c'est correct, tu es allé voir des clients. Ben oui, j'ai fait une pierre deux coups. Fait que, tu sais, j'avais des clients en Gaspésie. J'en profitais, j'emmenais ma gang en Gaspésie. Il y avait une nuit qui était déductible d'impôt. J'allais voir des clients la première journée. Après ça, le reste, on va dire, bon, mais c'est le temps. Si on veut continuer jusqu'au Rocher Percé, tout ça, là, ça, le reste, c'est sur notre temps personnel. Mais tu sais, il y avait beaucoup d'avantages d'être en affaires. Ça, c'était agréable. J'aime ça, tu sais, quelqu'un, au niveau fiscal. Justement, quelqu'un qui veut cheminer vers l'indépendance financière, si justement sa vie tourne un peu autour de son travail, puis que c'est sa passion en même temps, ça va être beaucoup plus facile. Parce que là, justement, c'est la clé. Naturellement, tes dépenses, s'ils sont liées à ton travail, puis que c'est le fun, ben là, tu n'es pas en train de dépenser quelque chose de absolument pas déductible. Puis c'est ça, là. OK, donc plus facile, moins d'impôts. Puis, mais la passion, là, Fred, là, je sais que le temps file. La passion, là, c'est la clé. Ouais.
c'est la clé de tout. Et c'est pour ça que nos gens d'affaires passionnés, tu dis, il n'arrête jamais, il ne prend pas de vacances, il n'est même pas capable de s'asseoir 5 minutes. Ben non, il aime ce qu'il fait. Puis quelqu'un qui est frustré puis qui n'aime pas sa job de marde, lui, il ne comprend pas, là, comment... Ben non, il y a de l'argent, il pourrait arrêter de travailler. Il ne veut pas arrêter. Qu'est-ce qu'il a à faire à la retraite? Mais c'est plate à mort, la retraite, là. Il faut que tu sois en forme, il faut que tu aies le goût de t'entraîner, il faut que tu aies des projets, faut que tu aies... Moi, tu m'enlèves mes podcasts, tu m'enlèves toutes mes affaires, ces réseaux sociaux, puis tu m'enlèves toute ma... Moi, j'ai plus de, raison de vivre. Oui, j'ai pas de raison de vivre, mais je veux dire, je vais me chercher une réalisation, une façon de me réaliser encore plus, parce que je peux pas juste être un père de famille qui attend que les enfants arrivent de l'école, puis qui est sur Netflix. Arc. D'abord, je vais me sentir tellement mal. Puis juste pour finir les deux autres points, là, c'est d'augmenter ses revenus, puis de vous éduquer financièrement, c'est pour faire les 5 points. Bon, on va quand même respecter mes 5 points, ceux qui prennent des notes en écoutant ça. Bien, d'augmenter ses revenus. Il y a une raison d'augmenter ses revenus. Bien, c'est pour en placer plus puis investir plus. Pas pour dépenser plus. C'est la dernière chose à faire avec de l'argent, la dépenser. C'est la dernière chose à faire. Tu dépenses seulement ce que les bénéfices qui vont rester, les rendements éventuellement sur tes investissements. Là, tu dis, écoute, moi, j'ai des investissements qui me rapportent tant par année, je peux me permettre un 10 puis je le gaspille, puis je m'amuse. C'est parfait. Et les gens, c'est quoi qu'ils font? Ils vont gaspiller la matière première. C'est comme si tu gaspillais ton engrais. On travaille fort à salaire, là, c'est ça, là, 9 à 5. Puis c'est ça, là, le chèque de paye, on travaille fort pour. C'est plate que ça parte en intérêt sur un produit qu'on a acheté. Hein, on s'entend. L'impôt et les charges sociales là, mangent beaucoup en partant. Donc, il faut absolument maximiser ça avec les régimes fiscaux qu'on nous offre en partant. Puis si on augmente nos revenus, il faut absolument réinvestir tout ça. C'est pas vrai que tu as besoin de 225 000 pour vivre. Je crois pas ça, moi. Tu sais, un individu il dit, moi, j'ai besoin de 84 000 pour vivre. Ça, je le crois. J'ai besoin de 100 000 pour vivre. Moi, je le crois. J'ai besoin de 250 000, moi, pour arriver. Non, impossible. Là, il y a trop d'affaires pour rien. Là, t'es malheureux, tu as besoin de compenser. Là. T'achètes-tu de la drogue? Qu'est-ce que tu fais? Écoute, il y en a plus qu'on pense qui sont sur la coke, là, puis ça coûte une fortune. Pour performer, tu vas finir dans le mur de toute façon. Tandis que quelqu'un qui a pris de la coke toute sa vie, puis qui a bien réussi, puis qui est un grand-papa à la retraite aujourd'hui d'un équilibre total, puis ça va super bien. Ben non. Fait que les gens sont à court terme, veulent me donner un coup, ils disent, ben regarde, là, je vais faire tout ce que je fais, je vais faire tout ce que je peux faire, je vais aller chercher 1 million ou 2 ou 3 ou 4, là, je vais me faire un fanbase là, sur Instagram, sur TikTok, peu importe, là. Après ça, je vais vendre des formations, après ça, je vais vendre ici, là, je vais avoir 1 million, 2 millions, 3 millions, puis là, après ça, je vais pouvoir fonctionner, puis je vais ralentir, mais je vais donner un coup en partant, puis il y a un déséquilibre, puis ce qui fait qu'à un moment donné, c'est la santé aussi qu'il faut considérer. Puis en vieillissant, ben, on ne veut pas travailler autant qu'on travaillait quand on était jeune. Puis c'est toujours une question d'équilibre, mais c'est très plate comme propos de dire que c'est une question d'équilibre. Tout le monde a entendu ça, puis l'équilibre, ça n'intéresse pas tant l'être humain quand tu y penses, parce qu'on aime être dans les extrêmes. Puis là, ben, dans les extrêmes, c'est aussi des dettes dans les extrêmes. Des cartes de crédit à 12, 15 000, 20 000, 25 000. Quand est-ce que vous allez rembourser ça? Jamais. Ça va être la valeur de la maison qui va finir par... Tu sais, tu en fais des refinancements hypothécaires, les gens refinancent, Fred, des consolidations, des cartes de crédit. Puis je ne dis pas que c'est pas sage de faire cette démarche-là, mais pourquoi arriver au stade où tu es obligé de faire cette démarche-là parce que la carte de crédit est rendue à 15, 20, 25 000, 30 000? C'est parce que les gens ne gagnent pas assez. Ils veulent gagner plus. Quand ils gagnent plus, il y a dépenses, puis ils font rien de concret au niveau fiscal, au niveau financier, ils ne capitalisent pas. Parce que capitaliser, là, il n'y a rien à montrer à personne quand tu capitalises. Là. À part montrer ton relevé de REER ou peu importe sur Instagram, je ne pense pas qu'il y ait grand monde qui le fasse. Il n'y a rien à montrer. Moi, qui marche dans mes feuilles en une liberté financière, j'ai rien à montrer, j'ai rien d'excitant. Alors, c'est quand même assez plate quand tu y penses. Donc, les gens veulent avoir de l'excitation. Les plus jeunes, ils pensent que tout est accessible, puis que l'abondance, puis ça va être le bonheur total. Je vous dirais que vous allez peut-être être déçus parce que le bonheur est beaucoup plus au niveau des relations et des projets. Ouais. C'est les projets qui font le bonheur et dans des relations stables, si tu fourres du monde, oublie ça, tu ne seras jamais heureux, tu vas te coucher mal en dedans puis qu'éventuellement, tu vas être gêné des croisés au centre d'achat. Tu sais, c'est pas vrai que tu peux faire de l'argent rapidement.
de façon disciplinée et équilibrée. Ben oui, c'est pas vrai. J'entendais les Ça prend les 4 piliers du bonheur, là, la famille, les amis, un travail épanouissant, puis la spiritualité. Voilà. Je pense que c'est totalement vrai. Puis l'argent n'est pas là-dedans, évidemment. Puis moi, je le vois après ça, l'argent, comme réduire l'anxiété. Puis c'est toujours positif, je trouve, de penser au futur versus travailler pour ce qu'on a fait dans le passé. Ça, c'est moins le fun, c'est moins motivant. Puis métro, boulot, dodo, puis watch out l'anxiété, puis c'est plate. OK, là, si mettons qu'on fait un petit recap là, des 5, là, j'ai se payer en premier, investir sur le long terme, gérer, éliminer les dettes, les dettes de consommation, parce que les dettes d'immobilier, ça, c'est correct. J'ai bien aimé ton ratio tantôt. Tu disais 1 million de dettes pour 3 millions d'actifs. Ça, c'est pas pire, 33%. Tu sais, c'est rare que ton immobilier va passer de 3 millions à 1 million, là, parce qu'il y a un down dans l'économie. Là. On s'entend que normalement, tu devrais être capable de couvrir ton million de dettes là, en revendant ton immobilier. Donc, tu sais, c'est quand même pas trop stressant. Par contre, on le sait, c'est pas nécessairement un tiers là, d'un fois l'endettement avec l'immobilier. Fait que moi, je mets tout le temps un bémol par rapport à ça. Ton ratio prêt-valeur, tu sais, quand on achète notre maison, on commence à 80% conventionnel. D'un fois, on va aller à 95% quand c'est en assuré. Puis c'est pas nécessairement mauvais parce que ça nous permet d'accéder à la propriété. Puis ça, ben c'est une bonne chose. On va chercher une maison justement qui est bon pour nos moyens, tu sais, qu'on ne va pas s'acheter trop de maisons, tu sais, puis qu'on a réellement les moyens. Donc ça, c'était numéro 3, gérer, éliminer les dettes. Moi, je focus gros là-dessus là, dans le podcast. Là. J'aime beaucoup Dave Ramsey. Moi, je l'écoute tout le temps, puis je trouve, plus que je l'écoute depuis, je pense, 2018, là, que j'écoute, puis je trouve que ses conseils, c'est certain que ça ne va pas s'appliquer à tout le monde, mais c'est des bons conseils à crier sur les toits, parce que tu ne peux pas te faire mal avec ça. Là, ça va bien aller si tu rembourses toutes tes dettes. Tu te fais un fonds d'urgence de 3 à 6 mois. Après ça, tu investis 15% par année pour ta retraite. Qu'est-ce qui peut mal se passer? Peut-être que Effectivement. Tu ne vas pas être dans le métro, tu vas avoir de la liberté, tu vas avoir un peu un coussin, une marge de manœuvre, en tout cas. Fait que moi, c'est beaucoup ça que j'aime dire sur mon podcast. D'être capable d'embarquer juste avant que tu résumes le reste, mais d'être capable d'embarquer aussi dans des opportunités. L'argent, moi j'ai un passé militaire, là, et puis je fais des parallèles des fois avec la munition. L'argent, c'est de la munition. Puis à un moment donné, il va arriver des occasions où tu auras besoin de tes munitions. Puis personnellement, je me fais offrir, encore dernièrement, je me suis fait offrir pour de l'investissement, c'était 150 000 minimum dans un projet immobilier. Je n'ai pas 150 000 à mettre dans un projet immobilier parce que là, les enfants comme secondaire, l'école privée, tout ce qui s'en venait. Puis pour moi, ça répond plus. Je suis rendu à un point où je vais peut-être éventuellement commencer à vendre mon immobilier et de concrétiser ça, puis de m'en aller vers plus une vraie retraite éventuellement, tu sais. Mais on me l'a offert. C'est ça l'avantage d'avoir un certain capital, puis d'avoir une certaine valeur et une crédibilité aussi auprès de gens qui nous connaissent pour qu'ils disent, appelez-lui ou offrez-y ça. Tu sais, si j'étais pas qui je suis, je me serais pas fait offrir ça. Même si j'ai refusé l'offre, éventuellement peut-être accepter une autre offre, mais je me fais offrir des choses, je me fais offrir des opportunités pour capitaliser encore plus et faire encore plus d'argent la nuit. Hein? L'idée, c'est de faire de l'argent en dormant éventuellement. Je ne suis pas en train de dire que je suis paresseux. C'est d'avoir de l'argent qui travaille pour soi. Et c'est ça qu'il faut éventuellement comprendre. Le jour qu'on fait 1 000 $ de revenus passifs par mois, là, on dit « Wow, 1 000 $ de revenus passifs par mois, c'est quand même intéressant parce que ça, c'est de l'argent qu'on ne travaille pas pour et qu'éventuellement, ça tombe à 2 000. Puis là, tu te dis de l'argent qui travaille pour soi pendant que nous, on dort, ça devient vraiment bon pour la santé globale et ça permet de s'ouvrir sur d'autres opportunités. Et je disais dans le bonheur, tu l'as dit aussi, c'est le projet, c'est d'avoir quelque chose, d'avoir un but, un rêve. On l'a tellement dit dans plein de livres de croissance personnelle, d'avoir un rêve, un pourquoi, un why, appelle ça comme tu voudras. Si tu en as un, je peux t'annoncer tout de suite que ça va prendre quand même de l'argent pour le réaliser. Et si c'est de faire une maison
pour les enfants qui sont atteints d'un TSA. Si tu vas aller dans l'humanitaire, tu vas aller peu importe. Ça va prendre aussi de l'argent pour extraire de l'eau, pour que l'eau potable au Costa Rica, dans tel secteur du Costa Rica, soit accessible pour le peuple. Puis, il y a tellement de belles choses qu'on peut faire humanitaires. Et ça prend toujours de l'argent quand même, parce que ça restera toujours le moyen d'échange pour avoir un résultat dans un projet. Et c'est ça qui rend heureux, c'est d'aider aussi la population à travers ça, ses propres enfants en partant, mais aussi d'aider les autres et d'avoir du capital qui travaille pour soi. On est capable de faire du bien autour de nous par la suite avec l'argent, parce qu'avec l'argent, on peut faire beaucoup de bien si on est une bonne personne. Mais si on est une mauvaise personne avec l'argent, on peut faire beaucoup de mal. Bien dit. Bien dit, OK. Donc là, si on retourne aux 5 conseils... Veux-tu que je t'énorme les troisièmes, là, on t'est rendu à 4 puis 5. Moi, j'avais se concentrer sur le travail, justement, puis le 5e, c'était peut-être donné au suivant, justement, puis exactement ce que tu viens de dire. Donc, mais peut-être que c'était pas ça que tu avais... Ben, en fait, là, c'est épargner systématiquement. Là, si je prends les titres que je m'étais d'investir intelligemment, d'augmenter ses revenus pour être capable d'investir plus, pour faire travailler ses dollars et non pas la dépenser, et de s'éduquer financièrement. Évidemment, dans le processus, c'est aussi d'éduquer. En étant éduqué financièrement, on peut aider aussi nos proches, on peut aider nos enfants en partant. On peut montrer l'exemple, et c'est peut-être le nerf de la guerre aujourd'hui dans la société, c'est que les parents ne sont pas nécessairement des exemples pour leurs enfants au niveau financier. Ils n'aiment pas leur travail, ils sont victimes un peu de tout ce qu'ils subissent. Ils subissent leur vie dans leur gros pick-up de 1300 par mois, mais ils subissent leur vie. Fait que je ne suis pas certain des fois que le bonheur se trouve là. Mais moi, je ne veux pas juger. Mais des fois, je me questionne puis j'observe énormément. Et plus je suis libre financièrement, Fred, plus j'observe puis plus on dirait que je vois des choses que je ne voyais pas avant. Comme ces choses-là dont tu parles, justement, c'est ça, plus qu'on regarde attentivement, dans le fond, où les gens ils ont un gros train de vie, mais dans le fond, peut-être que la richesse n'est pas tant que ça en arrière. Mais ils ont tellement de matériel aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le monde peut avoir un spa, tout le monde peut avoir un pick-up, tout le monde peut avoir un auto neuve, puis même avec des salaires moyens. Moi, je n'ai pas connu ça dans les années 70-80. Il fallait que tu sois riche pour avoir un pick-up, il fallait que tu sois riche pour avoir un spa, il fallait que tu sois riche pour aller en voyage. Aujourd'hui, c'est le fun. On a donné l'accès à la Société des loisirs. On a donné l'accès à plein de gens qui avaient plus ou moins les moyens, qui se retrouvent dans une société qui fonctionne, une société, entre guillemets, qui dit riche. Riche, c'est parce qu'on est riche avec l'argent de la banque. Ouais, les banques font de l'argent sur notre dos, mais c'est tout de l'argent qui a été emprunté et qui est dû, puis on s'accote tout simplement sur nos valeurs d'immobilier pour souhaiter qu'éventuellement qu'on puisse ramener ça à zéro avec la valeur de la maison. Imagine quelqu'un qui est super endetté puis qui n'a même pas de maison en plus. Mais sur quoi qu'il va s'accoter? C'est pas nécessairement de notre faute, tu sais, parce que on s'en rend pas compte que c'est pas normal, justement. Parce qu'on le voit comme aller chercher un paiement, on voit les autres aller, puis on se dit, ben OK, si tout le monde le ferait, ça doit être ça que je dois faire, moi, puis ça doit être la bonne chose que je suis en train de faire pour avoir une belle vie. Mais c'est un piège, dans le fond, parce que en réalité, il faut en épargner beaucoup plus pour éviter justement de se ramasser dans ce piège-là, dans le métro, boulot, dodo, puis d'être pris au piège. Puis en même temps, c'est plate d'épargner, Fred. C'est plate de... Imagine que si les gens vivaient seulement avec leur argent, juste l'argent qu'ils gagnent, là. Ils vivraient juste avec l'argent qu'ils gagnent. Il y aurait leur première maison à 53 ans, peut-être, là, parce qu'ils auraient mis de côté pendant 30 ans de temps, ou peu importe, là. Et il n'y aurait jamais d'auto neuve. Hein? Qui a 75 000 pour mettre son auto neuve? Il n'y a à peu près personne. Et il n'y aurait presque rien. Les gens seraient quasiment dans des tentes s'ils vivaient juste avec l'argent qu'ils gagnent. L'argent qui reste net, la plupart des gens, c'est quoi, toi? 35 000, 40 000 net par année, après l'impôt et tout, là. C'est à peu près ça qui va rester, là, 3 4 000 $ par mois. Donc, il n'y aurait rien. Fait qu'au final, on se dit, ben, coudonc, il faut bien que je fasse tourner l'économie. Ça a l'air que 70 % de l'économie, c'est la consommation. Je participe à l'économie. On se dédouane un peu en disant ça. Et on achète. Évidemment, comme tu as bien dit, on fait comme tout le monde. Puis la banque, elle me dit oui. Fait que ça doit être bon. Là, écoute, le concessionnaire me dit que ça fonctionnait au financement. Ça veut dire que ça fonctionne. Là, je veux dire, sinon, ça n'aurait pas marché, mais il ne me l'aurait pas fait, le prêt. Mais non, il prête à peu près à n'importe qui. Tu
sais, n'importe qui peut avoir un Ça. char neuf. Puis après ça, quand je vois des gens qui se la pètent après avec mon nouveau char neuf, on sait que tu es cassé. Parce que si tu es riche, tu n'aurais pas de char neuf. Tu achèterais un char usagé cash de 2-3 ans en arrière. Les riches, c'est ça qu'ils font. Les pauvres empruntent. Les gens qui sont en affaires, par contre, vont louer une voiture puis vont déduire sur leur entreprise. Ça, c'est un autre volet. Mais on sait très bien que quelqu'un qui a des sous, comment ça fonctionne. Fait que c'est pas pareil comme quelqu'un qui emprunte. Fait qu'on le sait quand vous empruntez, ça paraît. Puis là, vous êtes là, puis vous vantez ces réseaux sociaux. Pauvres vous autres. Moi, je dis des fois, comment ils vont faire pour payer ça sur 8 ans? Parce que le camion va péter à un moment donné, puis il va rester encore 3 ans à faire des paiements dessus. Ça ne va pas rapetisser les paiements, là. Ils sont toujours le même montant. Ouais. Ils ne vont pas diminuer avec le temps, là. Ça va toujours être le même montant. C'est juste plus de capital que vous allez donner dessus en cours de route avec le prêt à tempérament. Mais tu sais, quand tu y penses, qui fait ça? Tu payes l'auto 80 000, puis elle t'en coûte 96 à la fin de l'année, à la fin du terme, au bout de 8 ans. Puis au final, l'auto, elle vaut quoi? Elle vaut 18. Tu as payé 80, ça va te coûter 96 sur un auto de 80, puis elle vaut 18. Ouais. Écoutez, personne n'allume avec ça. C'est fou. Moi, donne-moi le même 80 000, même si je l'emprunte pour l'investir, ben au bout de 8 ans, j'ose croire qu'il va te rendre à 160, 180, 180. Fait que moi, je vais avoir 180 000. Toi, tu vas avoir, il va te rester 18 000 sur ton véhicule. C'est quoi la différence? On est parti du même montant. J'ai juste fait quelque chose de différent. Je ne suis pas plus riche que toi au départ. On est parti du même 80 000. Mais ça, c'est les abus là, du crédit. T'sais. Puis là, je vais me faire l'avocat du diable en disant que le crédit, le système de crédit en Amérique, ça a permis justement de bouger de classe sociale. C'est-à-dire que tu n'es pas pris. Quand il n'y avait pas de crédit, écoute, ça prenait celui qui avait l'argent, c'était fini. Tu as le pouvoir. Puis, fait que ça, à un moment donné, oui, pour acheter ta maison, ça prend ça pour être capable de s'enrichir, selon moi. Après ça, si on a un projet justement entrepreneurial puis on a besoin d'un peu de crédit, si on utilise le crédit de la bonne façon, oui, on va réussir. Après ça, si on a un bon projet, ça fonctionne. Moi, ce que, courtier hypothécaire, quand au début, je voulais pas comme m'en aller là-dedans. Je me disais, quelqu'un qui veut comme donner des prêts, qui doit vendre des prêts, qui doit vendre, je voulais, ça m'intéressait pas de faire ça. Puis après ça, j'ai quand même fait le cours parce que je voulais comprendre comment que ça fonctionnait. Puis après ça, je me suis dit non, écoute, je peux être un intervenant, moi, qui dit, regarde, OK, je vais le faire, le prêt hypothécaire. Si vous ne me posez pas la question, c'est-tu un prêt hypothécaire que je devrais faire, si vous ne me sollicitez pas mon avis, je ne vais pas dire mon opinion à quelqu'un qui ne me le demande pas. Puis ça, il faut respecter ça. Le principe même. Oui, puis après ça, regarde, on va le faire, la qualification du dossier, on va regarder est-ce que ça fonctionne, les dettes, les ratios d'endettement, tout ça. Puis on va faire, on va essayer de trouver le meilleur deal possible. C'est ça le courtier, ça c'est mon travail. Moi, en bout de ligne, je veux parler, évidemment, pour ça. C'est pour ça avec mon podcast, j'essaie de rejoindre les gens qui sont sensibles, qui vont aimer ce que je dis, puis là, qui ont l'épargne à cœur, puis que les dettes, OK, non, on va rembourser ça. Fait que je vais avoir des clients qui vont avoir un peu cette optique-là, puis qui vont acheter leur première maison avec l'idée justement d'acheter la maison qui convient selon leurs moyens, puis qui vont la payer rapidement. Là, en 15 ans, là, moi je l'ai remboursé en 13 ans, mon hypothèque. Là, ça, quand même, je me suis pas... j'en paye plus d'intérêt là, à la banque. Puis je vous le dis, là, c'est un méchant beau feeling. Là. Quand tout ton revenu là, qui arrive dans tes poches, c'est à toi. Là, tu donnes pas ça à la banque en intérêt, tu donnes pas ça. Puis après ça, tu peux, là, tu as un beau coussin, tu peux l'investir, puis là, ça va de plus en plus vite, ça fait boule de neige après ça. Absolument. Quand tu as besoin de projets de plus dans ta vie parce que tu manques de couleurs ou tu dis, il me semble que ça me prend un projet. Il y a toujours un 25, 30, 40, 50 000 que tu peux aller chercher sur ton hypothèque personnelle puis dire, ça vaut la peine parce que je pourrais investir dans ce projet-là et ça va me rapporter encore plus. C'est la raison d'emprunter, c'est pour investir pour que ça rapporte encore plus dans un projet donné, dans une entreprise quelque ça, mais de ne pas acheter des choses qui vont dévaluer avec l'argent qu'on emprunte. C'est un principe. C'est ça. Hey, merci, Pat. Je pense qu'on a fait le tour. Super généreux d'avoir pris le temps là, d'être venu à l'émission. Je te remercie. Est-ce qu'il y a quelque chose à dire en terminant?
Une promotion peut-être sur ça. Je te remercie de l'invitation. Ça, sur quoi tu travailles, le podcast, les groupes Facebook, si quelqu'un veut te rejoindre, qu'est-ce que... Je sais que tu n'as rien à vendre, là, mais... Non, moi, j'ai rien à vendre. Des fois, je fais des consultations sur demande. Là, on me paye le menu du jour, puis je vais dîner avec quelqu'un ici à Québec. Je suis à Québec en passant. Là. OK. L'autre jour, j'ai fait un peu de route pour aller rejoindre quelqu'un. Il dit, je vais payer ton essence, puis je t'invite à telle place, puis on va passer une partie de... Parfait. Je le fais de temps en temps. Là, en ce moment, je suis en vacances, là, mais à l'automne, je vais le faire de temps en temps. Vous pouvez toujours me rejoindre aussi. J'ai ma page Facebook, Patremont du Financièrement Parlant Podcast, c'est la page Facebook. J'ai le groupe Facebook Questions financières du Financièrement Parlant Podcast. Évidemment, j'ai du bagou. Quand vous m'invitez sur le podcast, je sais que je vous remplis ça assez rapidement. Mais tu pourras faire 2 parties, Fred. Je pensais à ça. Hein? Tu pourrais faire une partie 1, partie 2. Ça va te couvrir pour 2 semaines. Tu veux dire parce qu'on a débordé, oui. Oui, c'est ça. Parce que j'allais te dire en terminant, je suis quand même désolé d'avoir fait déborder ton temps habituel. C'est pas fait. Mais je sentais qu'il y avait de l'émotion. C'était stratégique, 30 minutes. Puis après ça, on fait 1 heure. Tu sais, comme ça, on se dit pas 1 heure, puis on fait 1 heure et demie. C'est bon. Ouais, avec moi, ça, tu peux dire 30 minutes pour faire 1 heure. Ouais. Il y en a d'autres, tu dis, tu arrives à telle heure parce que tu sais qu'il est toujours en retard, fait qu'il va arriver à la bonne heure. C'est pas mon cas, mais effectivement. Mais tu sais, de parler de ça, c'est l'émotion qui nous habite. On le sent entre les deux. Et à partir de là, je pense qu'on pourrait faire un podcaston. On pourrait faire des heures et des heures et des heures, puis on finirait peut-être par redire les mêmes choses parce qu'on tourne toujours autour des mêmes principes. Ouais. Puis c'est assez la base de tout. Fait que j'espère que le message a été clair. Bien, vous faites bien ce que vous voulez avec ce qu'on vient de dire, parce que c'est pas du conseil personnalisé, on ne vous connaît pas. Mais je voulais te féliciter, Fred, pour avoir lancé ton podcast. J'ai écouté tous les épisodes. J'en manque pas un. Ben voyons. OK. Oui. Cool. Puis des fois, absolument. Puis des fois, je t'ai entendu dire mon nom. J'ai été flatté, là, écoute, en faisant marcher mon chien. Tiens, il parle de moi. Puis bon, c'est super cool. Puis évidemment, je te nommerai aussi dans mon prochain podcast pour te remercier à travers mes auditeurs de m'avoir invité. C'était fort apprécié, mon cher. Ouais. Je te souhaite une superbe journée. Merci, tout l'honneur est pour moi. Merci, Pat, puis à bientôt. Salut bien. Bye. Bye tout le monde. Salut. Alors, si vous avez apprécié l'émission, je vous invite à vous abonner. J'ai aussi une page Facebook à laquelle vous pouvez vous abonner. Ça s'appelle Frédéric Lacherté, courtier hypothécaire. Vous verrez passer mes publications hypothécaires quotidiennement. Si vous avez des questions ensuite d'hypothèque pour moi, achat, renouvellement, refinancement, n'hésitez pas à communiquer avec moi en prenant un rendez-vous. L'adresse parleravecfred.com, c'est un site, ça va vous mener directement sur mon calendrier. Vous pouvez choisir la date, l'heure, choisir le moment qui vous convient pour prendre un rendez-vous. Ensuite, par courriel à hypothèque au pluriel, donc hypothèque avec un S, à commercial frédériclacharité.com. Téléphone 514-243-8994. Toutes ces infos-là sont disponibles dans les notes de l'émission. Puis ça me fera plaisir de parler d'indépendance financière et d'hypothèque avec vous.